Merinal, notre priorité, la qualité. Alliance Assurance, plus qu'une assurance, une alliance. Général Emballage, le métier du carton, l'art de l'emballage. Amis auditeurs de Radio M, c'est pas vous qui allez désigner le nouveau président, ça sert à rien de vous crêper le chignon entre Tebboune et Mihobi. On va engager cette deuxième partie de la soirée électorale. Et la soirée électorale, c'en est pas une. Désolé du débrief de la journée du 12, la fameuse journée du 12 à laquelle les Algériens se sont préparés depuis si longtemps. Et pour engager ce deuxième panel, on a eu un premier débat tout à l'heure avec un premier panel. On a un panel un peu plus équilibré en termes de genre. Il n'y avait que des hommes tout à l'heure, que des moustachus. Et cette fois-ci, on aura un débat forcément plus violent parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes, n'est-ce pas? Des Khadridi de Radio M avec nous. Et bonsoir. Bonsoir. Ramdan Tazib, représentant du PT. Bonsoir. Qui est le seul représentant politique qui nous a rejoint aujourd'hui. On a invité d'autres représentants politiques, mais malheureusement, ils ne sont pas arrivés à temps. Merci d'être avec nous. Je vous remercie pour l'invitation. Je vous en prie. Évidemment, dans la société civile, nous avons Tizeli Mames qui représente le collectif pour le changement et la transition démocratique. Merci d'être avec nous, Tizeli. Merci Bonsoir. pour l'invitation. Et deux journalistes de la maison, donc Linda Abou pour Maghreb Émergent et Radio M. Azoul. Et Faisal Mettawi, le Rani Al-Tarif pour Radio M.info, le site online. Qui vient de finir de parler avec des médias étrangers pour les briefer sur ce qui s'est passé en Algérie. Une grosse activité aujourd'hui, fait ça. Oui, absolument. C'est des élections présidentielles. C'est des élections présidentielles. Voilà. Il y aurait eu l'Akhdari tout à l'heure, il était là. Il vous aurait tout de suite répondu pour vous dire que c'est tout sauf des élections présidentielles. Première question. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, par rapport à votre ressenti de la journée, cette journée, on l'attendait depuis longtemps. Est-ce qu'elle ressemble à ce à quoi vous vous attendiez? En termes de participation du côté du bureau des urnes, est-ce que vous pensiez qu'il y allait avoir aussi peu de monde, autant de monde, c'est selon. Et je vous posais aussi la question de savoir est-ce que vous attendiez à la réaction qui s'est produite du côté du mouvement populaire dans les rues d'Algérie. Je donne d'abord la parole à la présentatrice du Café Presse Politique, occasionnelle, ex des Khadridi. Moi, je suis sortie à 9h du matin. J'ai fait des centres de vote au centre d'Alger. J'en ai fait plusieurs au centre, au Télémli. Ensuite, je suis allée à la Casbah. Ensuite, je suis allée à Bab el-Oued. Et partout, là où j'ai été, c'était toujours les mêmes images. À l'extérieur, c'était vide. Il y avait des policiers, pas les policiers avec les matraques, juste avec leur tenue bleu clair. Et on demandait à chaque fois les papiers à ceux qui entraient. Qu'est-ce que vous venez faire, vous journalistes et tout. Mais il y avait très 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 peu d'électeurs. J'ai pu parler qu'à 2 électeurs, une femme de 39 ans et un fonctionnaire un père de famille de 43 ans. Hein. C'était pas des vieilles personnes qui étaient dans les bureaux de vote. Donc très peu de gens. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est que il y avait personne qui essayait de faire de rassemblements devant les bureaux de vote. Personne ne harcelait les électeurs. Ça, c'était moi j'avais le sentiment que ça allait se produire, qu'il allait avoir une sorte de mouvement spontané devant les bureaux de vote, devant les écoles où les gens vont voter. Et ça s'est pas passé. En fait, quand je suis arrivée à Bab el-Oued, devant le lycée Emir Abdelkader, où il y a 6800 inscrits, quand même, c'est un énorme centre de vote. Il y avait des groupes d'hommes qui descendaient en groupe de Bab el-Oued et qui allaient vers la place des Martyrs, et je leur ai demandé où est-ce qu'ils allaient, et ils m'ont dit qu'ils allaient aller manifester. Et ils passaient devant le bureau de vote et ils ont parlé avec personne. C'était très... c'est ça qui m'a le plus marqué, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de violence à Alger contre les centres de vote, contre les électeurs qui ont décidé. D'ailleurs, la dame avec qui j'ai parlé, elle disait devant tout le monde, elle m'a dit, je lui ai dit, et vous n'avez pas peur? Elle me dit, je n'ai pas peur, je décidais d'aller voter, je vais voter. Bon, après, elle m'a expliqué les raisons personnelles qui la poussent à voter, parce qu'elle pense qu'elle va avoir un logement social, quelqu'un lui a promis, c'est ce qu'elle m'a expliqué plus tard, mais c'était son geste, et elle n'avait pas peur, c'était au milieu de beaucoup de gens à la place des Martyrs.
Voilà, donc ça c'est la première chose que je retiens et je passe la parole aux autres. Madame, tu as fait le tour un peu des bureaux de vote. Un peu, mais d'abord je suis passé au siège du parti pour suivre un peu Al-Harrach, pour suivre un peu l'opération à l'échelle nationale, pas l'opération électorale, mais pour avoir la température de ce qui se passait dans tous les territoires nationaux à travers nos responsables locaux. Tous ils indiquaient une indifférence totale des citoyens par rapport à cette farce électorale. Il n'y a rien qui indiquait qu'il y avait un jour d'élection dans notre pays. Je rejoins ce que disait Daïcha lorsqu'il n'y a pas eu d'affrontement à Alger parce que tout simplement il n'y a pas beaucoup de citoyens qui sont allés voter. Tout le monde se préparait plutôt à la manifestation. Et je pense que de ce point de vue, c'est un énième référendum contre le régime qui a eu lieu aujourd'hui, contrairement aux édits reçus ou à ce qu'on veut faire Karouar. C'est pas seulement la Kabylie qui a rejeté cette élection, c'est un rejet national. Bien sûr, il est plus frappant dans telle ou telle wilaya, mais c'est la première fois depuis l'indépendance et peut-être ça doit être un cas inédit à l'échelle mondiale où tout un peuple a rejeté un scrutin parce qu'il considère à juste raison que c'est un piège. C'est un simulacre scrutin qui est imposé par la force, c'est pas qui est organisé, qui est imposé par la force, par le pouvoir de fait, pour maintenir le régime pour lequel le peuple algérien se soulevait par millions depuis maintenant 10 mois. Alors, toujours sur le ressenti, je sais que Faisal et Tizili étaient plutôt à Alger aujourd'hui, donc on va quand même prendre un peu la température de ce qui s'est passé dans une wilaya en dehors d'Alger avec le déplacement de Linda Abou dans la wilaya de Médéa. Oui, j'étais à Mdia aujourd'hui. Je suis partie très tôt parce que je voulais voir la fameuse image qu'on voyait à chaque fois dans la chaîne de télévision algérienne, des personnes âgées qui attendaient l'ouverture des bureaux de vote. À Tebhirin, il n'y avait pas cette image. À Tebhirin, à Mdia, la commune de Dra Asmar, il n'y avait pas cette image. C'est juste à 8h30 qu'une seule personne, une femme âgée de 79 ans, elle est venue pour voter et elle doit voter parce que elle ne veut pas revivre la décennie noire. Cette région, comme vous savez tous, ils ont souffert les années 90, donc ils ne veulent pas revenir à cette époque-là. Tebhirin, on a prononcé en arabe. Ouais, bon, Tebhirin, c'est connu. Hein, c'est le lieu où se trouve le monastère des moines trappistes qui ont été enlevés en 1996. Donc j'ai passé la matinée entre Tebhirin, Ain Larayes et Mdiaville. Il n'y avait pas beaucoup de votants. Dans les bureaux de vote, il y a des bureaux où on a 2-3 personnes jusqu'à 10h et vers 11h, une vingtaine de votants seulement. Pratiquement, c'est des personnes âgées, par contre, Daïcha. Et c'est des personnes qui ont peur de la décennie noire, qui ne veulent pas de l'ingérence. Ils parlaient à chaque fois de l'ingérence, de la décennie noire et tout. Et ils veulent une Algérie meilleure pour la jeunesse à travers ces élections. Par contre, j'ai rencontré 3 jeunes qui ont voté, mais ils ont voté blanc. Juste comme ça, ils espèrent aussi avoir des postes d'emploi et tout, donc c'est pour ça qu'ils ont voté. Ça à l'intérieur des centres du vote. En dehors des centres du vote, j'ai rencontré plusieurs jeunes de Tebhirin, de Ain Arayes et de Mdia qui sont contre le vote. C'est des hirakistes. Ils font le hirak chaque vendredi à Mdia. Parfois ils descendent sur Alger quand ils ont les moyens. Donc leur situation ils parlent beaucoup plus de leur situation. Ils m'ont dit qu'ils ont beaucoup souffert pendant les années 90. Ils m'ont dit que le terrorisme les a massacrés et ce pouvoir les a écartés. Donc, pourquoi voter? Et pour qui voter aussi? C'était la question qu'ils posent à chaque fois. Donc, pour eux, le hirak continue. Ils vont, par contre, juste un truc, ils n'ont pas manifesté aujourd'hui MDA. Ils vont le faire demain, comme d'habitude. Pour eux, les élections étaient un non-événement. Ils vont manifester demain normalement. Voilà. Faisal, tu n'étais pas à Blida, tu étais à Alger. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais tu as eu le temps d'avoir un retour, parce que je t'ai entendu parler chez quelques-uns de nos confrères de ton ressenti. Parce que la vision pour le média étranger, notamment où j'ai intervenu toute la journée, il y a beaucoup de confusion aussi sur
la situation, parce qu'on avait il fallait parler de deux événements parallèles ou peut-être complémentaires aujourd'hui. Il fallait parler d'une part des élections parce qu'il fallait en parler, et parler aussi des manifestations qui se déroulaient au même moment. Il m'est arrivé aujourd'hui un croisement merveilleux sur le plan professionnel, parce que j'ai parlé avec un jeune qui participait à la manifestation. Il m'expliquait que depuis le 22 février, il participe parce que pour lui, les élections, c'est pas un événement, ça va pas changer les choses. Il me dit qu'il n'est pas contre les élections, contre le principe d'élection, mais pas dans les conditions actuelles. Nous, en tant que jeunes, il m'a dit, ils veulent les élections, nous, on veut la liberté. Peut-être c'est une belle phrase. Et donc, au moment où je lui parlais, il m'expliquait, avec beaucoup de mots très politiques, deux femmes passées. C'était à côté de Boubar Mohamed V à Alger. Ils venaient de sortir d'un bureau de vote, ils me montraient leurs doigts. Ils me disaient, nous, on a voté. Il fallait bien leur parler parce qu'il fallait avoir notre point de vue. La première femme me dit, moi, j'ai voté blanc parce qu'aucun des 5 candidats me convainc. Mais j'ai voté pour l'Algérie parce qu'on ne peut pas rester sans président selon elle. Et il fallait exprimer le point de vue. La deuxième femme me dit, voter c'est une liberté aussi. Je vois que les gens sont contre, ils ont le droit, mais moi aussi j'ai le droit de voter. Donc on a eu tous ces 3 points de vue presque en 2-3 minutes. Et je trouvais ça bien, c'est parce que ça résume un peu la situation du pays actuellement. Juste désolé Tizeli, juste parce qu'il a parlé de gens qui ont voté mais qui ne sont pas convaincus. Moi aussi j'en ai rencontré beaucoup à Médéa, la majorité de ceux qui ont voté n'étaient pas convaincus. Tout ce qui est fait. Oui. Alors, si je t'ai laissé en dernier teaser l'imam, c'est pas par hasard, c'est parce que on s'est croisés ce matin et tu avais un petit peu accusé le coup en voyant qu'il y avait quand même une partie des Algériens, très minime peut-être, mais une partie qui a été votée, et tu disais il y a eu 10 mois de Hirak, il y a eu 10 mois de mobilisation populaire, etc. En principe, c'est clair que ça ne sert pas l'avenir de l'Algérie que d'aller voter. Et donc il y a encore des Algériens qui ne le comprennent pas. Le régime a sa base sociale, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. Mais quand on est dans le Hirak depuis 9-10 mois, on est aussi dans une situation où on s'interroge. Est-ce qu'on a finalement réussi à convaincre? Ce qui s'est passé aujourd'hui, pour le Hirak et pour les activistes, c'est une victoire parce que nous avons beaucoup travaillé durant la semaine. Je sens que c'est l'après-midi qui t'a requinqué. Hein. C'est la sortie à Alger qui t'a requinqué, oui. Non, quand on voit le déroulement de toute la journée, j'ai vu plus tard toutes les vidéos des autres wilayas et puis le déroulement de la manifestation à Alger, le fait que les gens se sont éloignés des bureaux de vote, pour nous aujourd'hui c'était cela l'enjeu. C'était pas l'élection elle-même. Pour le Hirak, c'est pas un événement. L'élection, c'est quelque chose qui est décisif pour le pouvoir et absolument pas pour nous qui sommes dans la rue et qui réclamons le changement. Mais aujourd'hui, nous voulions éviter qu'il y ait des échauffourées devant les bureaux de vote et ça c'est une réussite. Je me suis réveillée aujourd'hui à 9h du matin. En ouvrant mon téléphone, j'ai vu qu'il n'y avait pas d'incident. Il y a eu un incident isolé à Alger, tout s'est très bien passé. Les journalistes ont rapporté, comme a dit Daïcha, de très très bons retours. Ils ont clairement dit qu'il n'y a pas beaucoup de votants. Nous avons les chiffres de quelques bureaux, donc nous avons aussi la possibilité de confronter le régime à ses propres chiffres. Donc, il fallait pas s'attendre à ce qu'il n'y ait pas de votants. Certes. Tout de même, attendez, il y a une majorité qui se dégage ici, clairement, qui considère que c'est un succès, qu'il y a une majorité d'Algériens qui ont bousculé. On a évité la confrontation parce que c'est vrai qu'on l'a redouté, etc. Mais tout de même, j'ai posé un peu la question tout à l'heure, j'ai titillé un petit peu vos collègues du panel précédent. Est-ce que la référence, c'était quand même pas ce qui s'est passé avec la diaspora, c'est-à-dire quasiment une absence totale de vote, un non-vote avec des piquets devant les consulats qui empêchaient. Alors, est-ce que c'était pas quand même un fantasme? On espérait que ça se passe comme ça ici.
Parce que c'est un peu ce qu'a dit Daïra, en se disant j'étais surprise de voir qu'il n'y avait pas de piquet. Je ne savais pas du tout que ça se passe comme ça, justement. Moi, j'avais peur, justement, de ce scénario, en me disant que ici, ça peut, à cause, justement, de la répression qui fait augmenter la température, que s'il y a des gens qui font des piquets devant les bureaux de vote, ça va très, très mal se passer. Donc, je suis très, très contente qu'on n'ait pas fait, et je pense pas qu'il y ait eu un mot d'ordre. Je pense pas que les gens ont reçu instruction. Je pense que c'était une sorte d'intuition collective qui a fait que, par sagesse, les gens... Et moi, j'ai remarqué quelque chose de vraiment formidable aujourd'hui. On va parler de la manifestation à Alger. Il y en a eu partout dans le pays, mais à Alger, c'était absolument... incroyablement formidable ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu de la répression, mais les gens ont continué à se disperser, à revenir et tout ça. Et donc, moi, en traversant un peu l'Arbi Ben Mehidi, Didouche et tout ça, ce que j'ai vu, c'est même une fois que la police a chargé violemment, ils ont giflé des femmes, ils ont matraqué. C'est ce que j'ai ressenti pendant toute la journée, c'est la police qui était sur les nerfs. C'était pas les gens. C'est là pour les policiers. Ouais, on peut ouvrir une parenthèse, devant les bureaux de vote, ils m'ont embarqué, alors qu'il n'y avait rien du tout. Ils m'ont mise dans un panier à salade avec un vieux monsieur que j'avais rencontré à Babloued. Il n'y avait pas de manifestation, il n'y avait rien du tout. Il était juste en train de me montrer une pancarte. Il était juste en train de me montrer une pancarte, un monsieur qui a 72 ans. Et qui est retraité d'une entreprise publique et dont je n'ai aucune nouvelle parce que je ne connais pas son nom. Je l'ai cherché dans beaucoup de commissariats et aucun des policiers à qui j'ai parlé ne m'a dit où il était. Il était en train de me montrer fièrement sa pancarte qu'il a faite depuis le 22 février. Il y a système dégage, il s'est scotché et il y a écrit à chaque fois V22, V1, V8, toutes les dates des vendredis où il a participé. Et il est venu de Blida, il était à Bablouad parce qu'il savait que la manif allait commencer à Bablouad et descendre. Ils nous ont embarqués avec comme si on avait, je leur ai expliqué qu'on parlait, qu'il n'y avait rien du tout, panier à salade, tour et tout ça, et ensuite ils nous ont ramenés. Ils m'ont sorti du fourgon et ils l'ont embarqué lui. Donc, alors qu'il y avait ni manif à ce moment. Donc c'est ça. La police, eux, étaient sur les nerfs. Et les jeunes, par ailleurs, dans la rue, ils avaient, y compris quand ils étaient dispersés, qui remontaient dans les ruelles adjacentes, ils avaient le sourire. Pour moi, je sais pas, ils avaient des visages de vainqueurs aujourd'hui. C'est une belle expression, les visages de vainqueurs. Tu as reçu un coup hier dans la nuit, ou ce matin, Didouche Morad. Ils ont chargé violemment, mais encore une fois aujourd'hui c'est l'intelligence collective du Hera qui a primé, même si ils étaient effectivement vraiment très très remontés les policiers. Ça, c'est ils avaient les matraques cette semaine. تعليمات صارمة لتأمين الانتخاب et la répression, et donc ils sont montés c'était la matraque, parce que les flics d'habitude ils n'ont pas de matraque, c'est que cette semaine qu'ils ont la matraque, les flics, ils n'ont pas d'armes, ils n'ont pas de matraque, mais cette semaine ils ont matraqué les étudiants, et hier aussi et aujourd'hui, mais encore une fois les gens ont su très très bien réagir. On a vu de très très belles images de jeunes qui vont acheter des fleurs et qui les remettent aux policiers, les gens qui se mettent par terre dès que ça commence à charger, les femmes qui font des cordons. Encore une fois, on a réussi à vaincre avec la Silmiya. Maintenant, il reste demain. On va attendre demain aussi ce qui va se passer. Est-ce que ça veut dire que c'est ce qui va se passer après le vote? Est-ce que après le vote, ils vont réprimer? C'est aussi la question que se posaient beaucoup les gens dans la rue aujourd'hui. Alors, je vais quand même poser la question, elle est un peu provocante, mais est-ce que c'est parce qu'on n'a pas réussi à bloquer le vote, un peu à l'image de ce qui s'est passé dans l'immigration, dans les quartiers, que les Algériens du mouvement populaire se sont pas rabattus de manière beaucoup plus dense et intense vers les manifestations? Est-ce que c'est pas un vase communicant? S'ils étaient restés dans les quartiers pour chahuter le vote, ils se seraient pas rassemblés pour faire les marches. Il y a eu beaucoup je sais que je vais faire insulter dans les commentaires, mais je suis obligé de poser cette question. Oui, bon, je pense, moi, franchement, je m'attendais à ce qu'il n'y ait pas d'affrontement entre
les pros et les contre les élections, parce que tout simplement l'immense majorité des Algériens sont contre ce scrutin parce qu'ils considèrent que c'est un scrutin qui est organisé, imposé, un passage en force pour maintenir le système, et donc ils sont foutus un peu des résultats. Bien sûr, tout le monde espérait qu'il y ait un taux de participation ridicule, et je pense que c'est le cas. Le régime nous a habitués déjà en temps normal de trafiquer, de frauder, de faire... Juste une question, puisque tu en parles, Ramadan, en 2009, Louisa Hanoun a participé, qu'on salue, on espère que qu'elle sortira de prison, parce que de mon point de vue, je m'engage que mon point de vue, c'est une détenue politique. En 2009, elle a terminé deuxième pour un vote auquel moi j'avais appelé à ne pas participer, parce que c'était le vote qui permettait à Bouteflika de faire un troisième mandat, donc je considère que c'était une erreur politique d'y participer, mais le taux de participation était de 74%. Non, vous avez participé à ce vote, le PT, et comment ils ont fait pour arriver à 74%? Je pense que nous avons vécu une période dans laquelle les partis politiques ont agi dans un climat qui était celui que nous connaissons tous. Parfois, les partis n'avaient d'autre choix que de participer aux élections pour profiter des tribunes qu'offre une campagne électorale, etc. Chacun peut avoir son point de vue, il n'y a pas de problème. Justement, vous faites bien de rappeler le cas de Louisa Hanoun, mais pas seulement. Ce sont des centaines de détenus politiques. C'est-à-dire que ce régime, il emprisonne arbitrairement des centaines de personnes pour diverses raisons qu'il invente, etc. Il ferme de manière hermétique les médias, il réprime, il remet en cause les droits fondamentaux, le droit à l'information, le droit de circulation, et il organise, soi-disant, un scrutin. Les Algériens ne sont pas bêtes, ils sont intelligents, et c'est pour ça que nous avons vécu aujourd'hui une journée mémorable, je dirais, parce que malgré les provocations, et j'en ai vu, y compris ici à Alger tout à l'heure, j'ai vu des policiers qui perdaient leur sang-froid, même des gradés, c'est-à-dire des officiers de police. Moi, personnellement, ici à Audin, j'ai essayé de calmer des policiers, plus que les jeunes, parce qu'il y avait à un certain moment une tension terrible. Je pense qu'aujourd'hui, ce régime, il est arrivé à sa fin. Il a épuisé tout son crédit. Ça fait maintenant 60 ans qu'il dure avec des moyens despotiques, avec le pillage, avec la ségrégation entre les régions, avec la pauvreté, la misère qu'il sème dans tout ce pays. Il doit partir pour laisser place à quelque chose de nouveau. Moi, je vois dans notre pays un affrontement entre deux camps. Un camp qui est attaché à l'ancien système, un système périmé, corrompu, qui a dilapidé tout le potentiel de ce pays, et des forces vives, une jeunesse, des travailleurs, des cadres qui veulent en finir pour vivre dignement. Et pour terminer sur la journée d'aujourd'hui, et je pense que c'est ça qui m'a frappé personnellement, c'est le fait qu'aujourd'hui l'unité du peuple algérien a été retrouvé, malgré les tentatives de le diviser entre arabophones, berbérophones, entre islamistes et démocrates, contre les gens du Sud et les gens du Nord. Nous avons vu un peuple entier, uni, face à un régime qui est condamné par l'histoire, parce que tout simplement, il est en train de liquider ce pays. Et je pense qu'il y a eu toute une série d'événements qui ont précédé ce scrutin, qui ne surprend pas de fait de ce régime général. Ils ont imposé une loi sur les hydrocarbures pour acheter le silence des grandes puissances. Ils ont réprimé, ils ont montré même le fameux scandale du tribunal de Sidi Mohamed, le prétendu procès de la corruption. C'était en quelque sorte le procès du système, parce que quelques dizaines d'hommes, d'oligarques, avec des complicités dans le régime, ont pillé des milliers de milliards de centimes, qui montrent que justement c'est un régime qui doit foutre le camp pour laisser place à une nouvelle république que choisiront les Algériennes et les Algériens. Je termine une phrase, vraiment une phrase. Contrairement à ce que espère le pouvoir de fait, l'échec de ce scrutin va encore raffermir la révolution qui va
continuer son chemin après le 12. J'allais te redonner la parole de toute façon, tu as répondu aux 3 prochaines questions. Donc, Juste moi, je veux revenir sur le point de la contestation devant les bureaux de vote. En fait, même dans les régions Kabylie, par exemple, à Mbinienne, ouest d'Alger, ou ici à Alger Centre, au CUM au collège de Pasteur, l'attention n'était pas entre les pro-élections et les gens qui sont contre cette élection, mais c'était en fait entre les contre-élections et les forces de l'ordre. Donc c'était pas entre les citoyens ou entre les Algériens qui sont pour ou contre l'élection. Oui, en fait, pour le dispositif de sécurité, on en a parlé. C'est vrai qu'on a une impression depuis 2 jours, au moins depuis mardi, qu'il y a un autre dispositif spécial pour les élections. D'abord, la présence massive des policiers, pas uniquement à Alger, parce qu'on a vu ça dans les autres villes, à Annaba, Oran, Djidjel et les autres villes. Et des policiers apparemment suffisamment entraînés pour essayer de cadrer les foules, parce que j'étais dans la journée du côté de la place du 1er mai, et j'ai vu les premières foules qui arrivaient de Bellecour. À un moment donné, ils ont été dispersés rapidement, même pas en deux minutes. Ils ont été dispersés avec une incroyable efficacité, encadrés, ils ont été encerclés. Bon, les manifestants ont ils ont bifurqué sur notre route. Et puis tout de suite après, la rue Hasseba Ben Bouali a été aussi bloquée rapidement avec des policiers, des voitures qui ont dérivé la circulation, etc. Il y avait des interventions assez musclées dans la matinée, parce que j'ai circulé dans la ville. Dans l'après-midi, visiblement, de nouvelles instructions. L'instruction a changé puisque les manifestants marchaient sans intervention de la police. C'est pas les instructions qui ont changé, c'est les manifestants qui sont devenus trop nombreux. Comme d'habitude. Ils ont fait pression, mais l'usage de la matraque, c'est vrai que... Alors, à propos d'arrestation, j'apprends à l'instant, on vient de faire passer un mot, que Salim Ben Alia, notre collègue journaliste à Maghreb Émergent qui couvrait l'élection dans la wilaya de Boumerdès, a été interpellé. Il est toujours en détention à cette heure-ci. Donc nous lançons un appel pour nos différents réseaux sur les réseaux sociaux pour relayer cette information. J'espère qu'il va être relâché le plus rapidement possible. C'est un journaliste accrédité avec un ordre de mission. La question que je vous pose rapidement, j'ai besoin d'avoir votre avis sur cette comment les choses peuvent tourner en termes maintenant de chiffres. Parce que jusqu'à maintenant, on a parlé du réel, de comment vous l'avez ressenti, comment vous l'avez vécu, à la fois du côté de la participation et du côté de l'autre événement dont tu parlais, qui a croisé, qui est la protestation du peuple algérien, de sa grande majorité. 20,3% de taux de participation à 15 heures selon l'ANIE et 33,06% à 17 heures. Donc un bond de 13 points en 2 heures. 13% de votants de plus en 2 heures. À quel taux définitif vous attendez? Je vais vous dire, je vais intervenir en premier si vous permettez. Je pense que sur les chiffres, on va prendre une référence. 2017, les élections législatives et les élections locales, c'était une situation plus ou moins normale. 37%. Il y avait, le chiffre réel, c'est moins de 20%. Le réel, c'est moins de 20%. Tout le monde, oui, tout le monde le reconnaît. Oui, tout à fait. Si, on l'a dit plusieurs fois, Faisal, plusieurs fois. Oui. C'est pour dire, si en 2017, il y avait un taux d'abstention aussi important, j'allais dire, astronomique, en pleine révolution, moi, je ne croirais pas à un chiffre qui dépassera 10%, parce que, il y a des choses, nous sommes en Algérie, nous sommes entre Algériens, nous savons tous comment utiliser 33% à 17 heures. Forces constituées. Là, on va se mettre dans la bulle, on va se mettre dans la bulle du système qui la crise, etc. Est-ce que, je rappelle que à aucune élection présidentielle, il n'y a eu moins de 50%. Est-ce qu'ils vont passer la barre des 50%? Personnellement, je ne pense pas. Il faut noter qu'il y a 3600 bureaux de vote où il n'y a pas eu de vote. Et c'est les chiffres de l'autorité. C'est elle qui a dit qu'il y a 5% des 61 000 bureaux de vote où il n'y a pas eu de vote. Qu'en est-il des régions, par exemple, Tizi Ouzou, Béjaïa, Boumerdès, une partie de Bouira, où il n'y a pas eu de vote? Qu'est-ce qu'il faut faire après? Parce que ça va se poser un problème. Oui, mais ils ont pas, au-delà de pour ça, la vraisemblance, passer de 20,3% à 33,6% en 2 heures, c'est pas vraisemblable. Déjà dans la journée, habituellement, vous le savez, Radi, les chiffres, c'est chaque 2 heures. Ils commencent à donner à partir de 10 heures ou 11 heures. 14h ou 13h, et puis chaque 2 heures dans les élections précédentes. C'est la première fois qu'on a attendu
jusqu'à 16 heures pour avoir le deuxième chiffre. Le premier, c'était 7,9 à 11 heures. Le deuxième, ça a été donné à 16 heures dans des conférences de presse animées par le président Mohamed Chafi, président d'autorité. Donc, personnellement, avec 33 à 17 heures, après 2 heures, parce que généralement, après 17 heures, on ne porte pas beaucoup, habituellement. Donc, la question, c'est pas quel est le vrai chiffre qu'on va avoir. Est-ce qu'ils vont oser aller au-delà des 50%? Parce qu'on parle pas de la triche. Je pense qu'ils vont oser, parce que moi, ce matin, j'étais à Médéa, donc j'ai suivi le sujet et tout. À 14 heures, ils ont annoncé 25% à Médéa. Or, j'étais à Médéa, il y avait pas beaucoup de votants, donc comment le chiffre a augmenté jusqu'à 25%? Or, à 11 heures, j'étais là, il y avait rien. Je sais pas. Ils ont posé un scrutin contre l'avis des millions, et c'est pas devant les chiffres qu'ils vont hésiter. Non, moi je pense que non. Moi je pense qu'ils vont pas passer les 50%. Ils vont pas aller au-delà des 50%. Ils vont annoncer un truc entre 40-45%, un semblant de démocratie. Ils vont même aller jusqu'à dire que même dans les grandes démocraties, les gens votent à 40%. Non, ça sera 49,9. Oui, moi je sais pas. Je sais pas s'ils vont aller au-delà, mais je sais que c'est pour la première fois de ma vie en tant que journaliste dans les centres de vote, à 10h, 11h, le chef de centre de l'émir Abdelkader et le chef de centre de Malik Ben Nabi, l'un était à la Casbah, l'autre à l'émir, n'ont pas voulu me donner. Ils ont été adorables, mais ils ont refusé de me donner. Celui de l'émir Abdelkader m'a dit on ne se prononce pas pour le moment, il vaut mieux attendre 14 heures. Mais sur 6800 inscrits, il avait 470 personnes qui ont voté. D'accord, ça c'était à 11h. Et à 10h, à Malik Ben Nabi, ils avaient 45 électeurs. Donc, c'est ça. Et moi, Mdia sur 1600. Sur le retour, d'habitude, quand il y a le taux de participation qui est assez faible et tout ça, on laisse les bureaux de vote ouverts. Je suis repassée au centre-ville avant de venir ici pour voir. Ils étaient tous fermés. Il y avait la police me dit non, la police, hein. Exact, j'allais dire ça. Habituellement, le présidentiel de 99, 2004, 2009, 2014, ils ont allongé d'une heure. Mais je pense que c'est un véritable défi parce que c'est. Alors, question politique. Est-ce que une bérésina de ce type, ça a été prononcé tout à l'heure par un des panélistes, une bérésina de ce type, je l'endosse. Tout à l'heure, j'avais refusé d'endosser. Est-ce que ça va nous conduire à un deuxième tour? Est-ce que pour essayer de quand même de redorer un petit peu le blason d'une élection qui est très très peu populaire, c'est le moins qu'on puisse dire, de faire un deuxième tour, ça va pas. D'abord, le pouvoir va se donner un peu de temps pour réfléchir, parce que c'est quand même une situation qui n'était pas tout à fait prévue par Ahmed Gaïd Salah au moment où il nous a convoqué le corps électoral le 15 septembre dernier. Est-ce qu'il va pas se donner un peu plus de temps et plus de souffle en prenant un deuxième tour et puis en essayant de recrédibiliser un processus électoral qui ne l'est pas. Et là, j'ai coupé tout à l'heure Faisal, je vais lui rendre la parole. Je pense que c'est un défi aussi parce que le pouvoir a toujours misé sur l'ANI, l'autorité. Et toute la communication du pouvoir a été faite autour de l'ANI, comme quoi c'est une garantie, parce qu'il vient d'annoncer que les PV de dépouillement seront publiés intégralement sur le site internet, on va voir, parce que c'est un défi de transparence. Et à ce moment-là, s'il y aura une conférence de presse, jusqu'à maintenant on ne sait pas quand est-ce qu'il y aura la conférence de presse d'annonce des résultats, parce qu'habituellement cela se fait le vendredi à 11h ou dans l'après-midi. Comme demain il y a des manifestations, donc le Hirak probablement ils vont le faire en fin d'après-midi ou samedi. Donc ça sera une occasion aussi de poser comment ils ont justement calculé les chiffres des taux de participation. C'était le même problème. Je me rappelle avoir assisté à plusieurs élections et aux conférences de presse des ministres de l'Intérieur à partir de Zelhouni bien avant lui. On lui a toujours posé la question comment vous avez calculé les taux de participation? Il n'y a eu jamais de réponse. Est-ce qu'il y a un logiciel spécial? Deuxième tour ou pas deuxième tour? Maintenant, pour la question du deuxième tour, moi je pense qu'on peut aller vers le deuxième tour. Vous l'avez dit, pour crédibiliser un peu le scrutin, parce que vis-à-vis de l'intérieur, autant de l'extérieur, bien que pour le pouvoir, je pense qu'il savait qu'il y aura un taux d'abstention important. Il le savait pertinemment. Donc, pour aller vers le deuxième tour, c'est fort possible. Maintenant, la deuxième possibilité, c'est possible qu'on tranche des demain. Parce que il s'agit de 15 jours, parce que le deuxième tour, s'il aura lieu, ça sera le 9 janvier. Il faut gérer aussi cette période très, très sensible sur le plan sécuritaire. Exactement, c'est sur ça que je voulais intervenir. Ils ont fourni beaucoup d'efforts, ils se sont mobilisés, ils ne pourront pas déjà ils ont fourni beaucoup d'efforts pour maintenir l'élection du 12 décembre. Ils ne vont pas y aller quand même à un deuxième tour et encore mobiliser les forces de l'ordre, faire face au Hirak encore plus que ça avec
parce que s'il y aura un deuxième tour, il y aura plus de mobilisation aussi de la part du Hirak qui ne pourront pas faire face à ça. Je pense aussi que c'est logistiquement très compliqué pour eux d'organiser un deuxième tour. C'est vraiment la patate chaude cette élection et ils vont essayer de s'en débarrasser en donc on est tous élection. d'accord que c'est pas le résultat des bureaux de vote qui vont décider est-ce qu'il y a un premier tour, un deuxième tour. Donc on entre dans la logique du régime, comment gérer cette période. Il y a plus de logique. Logiquement, ils voudront bien en finir avec ce faux scrutin pour passer à autre chose. Sauf que le peuple algérien a décidé de ne pas passer à autre chose. Il a un problème à régler avec le régime. Il continuera à se mobiliser, quelle que soit d'ailleurs l'identité du président qui sera désigné et non pas élu. Donc on peut pas savoir. Alors s'il n'y a pas s'il y a pas de deuxième tour, je pense que tu as un avis différent, tu nous le dis, mais s'il n'y a pas de deuxième tour parce que c'est compliqué, c'est sophistiqué, ils sont fatigués, ça va coûter cher, ça va le Hirak. Bon, bref, il faudra bien nommer quelqu'un, désigner quelqu'un dès le premier tour, demain ou après-demain, et l'annoncer. Donc forcer la main à Leni ou Lani pour annoncer quelqu'un qui aura plus de 50%. Est-ce que vous considérez que ce scénario-là est plausible? Parce que c'est quand même un peu gros. La preuve, je m'arrête un instant quand même pour dire que on a parlé des détenus, des coups de matraque, de la violence, etc. Mais on a une information en début d'émission tout à l'heure en panel qui, je l'ai pas reprise au début de l'émission parce que il y avait quelques réserves sur la façon dont ça s'est déroulé, mais il y a le représentant de la campagne de Tebboune, de la wilaya de Biyet, dont Tebboune est originaire, qui est mort suite à des violences que lui ont proférées les partisans d'un autre candidat, celui qui a annoncé dans la campagne de Tebboune cet homicide est resté évasif. Il a dit des candidats qui ont des sénateurs, etc. Et puis on a vu dans les commentaires qu'on parlait du RND et des partisans de Mihoubi qui seraient derrière cet homicide. Donc oui, on parle d'homicide, oui. On parle de c'est une agression, on parle d'homicide. Et donc il y a un mort dans cette borné à Bouira aussi suite à la répression policière. Donc c'est plus de 50% au premier tour. Mihoubi ou Tebboune, bon, pour le moment, on parle plus de Mihoubi, mais ça pourrait encore être Tebboune, parce qu'il faut que ça soit un candidat du système. Est-ce que ça va pas, qu'est-ce que ça va provoquer? Est-ce que ça va être accepté par les autres? Je pense qu'il y aura probablement une surprise, hein, parce qu'il se pourrait bien que ce soit Abdelkader Benguelina. Allez, pourquoi pas? Et oui, parce que nous sommes on est en train de dire Tebboune, plein, mais on n'en sait rien en réalité. On n'en sait rien. Maintenant, ça dépend. Mais on parle du candidat d'Ahmed Gaïd Salah. Le candidat d'Ahmed Gaïd Salah, on a un peu une idée. Hein. C'était Tebboune et on a le sentiment que ce n'est plus Tebboune, que c'est Azdin Mihoubi sur la base des attaques qu'a subi Tebboune. Oui, mais on a l'impression, mais à suivre la logique des déclarations, de ce qui a été dit durant la campagne. Et puis quand on regarde la guerre entre les deux clans, en ce moment là, qui a fait un mort. Oui, le soutien du FLN pour Mihoubi, je pense que c'est un élément à mettre dans l'analyse. À essayer de comprendre ce qui s'est dit durant la campagne, on a l'impression qu'on peut aller vers des candidats plus ou moins jeunes. Quand je dis plus ou moins jeunes, ça veut dire qu'on exclut deux candidats. Maintenant, c'est une lecture qu'on fait, parce que c'est possible qu'on aura des surprises, demain, pour savoir comment les choses vont être gérées. Est-ce que Mihoubi, qui représente le RND, va être élu? Je ne sais pas. Est-ce que c'est Belhaïd, qui représente ici un ancien du FLN, va venir? Donc on ne sait rien. Au jour d'aujourd'hui, comme je pourrais bien qu'on ait deux candidats pour le deuxième tour. On sait au moins que c'est pas Benflis. Probablement. On en est sûr. C'est le seul qui l'a pas évoqué, donc je dis, on sait au moins que c'est pas. Parce qu'il y a eu quand même l'affaire évoquée par la justice. Bon, lui, il a répondu et sur des espionnages qui est sorti comme ça. Je repose la question différemment. On a eu des premiers dépouillements qui nous sont arrivés avant, pour la deuxième panel, où Tebboune arrive dans la plupart des cas en premier, en tous les cas, pas loin d'ici, dans la wilaya d'Alger, pas loin de la place où nous nous trouvons. Est-ce qu'il reste aussi Constantine aussi. Est-ce que ça reste encore un candidat en lice pour être le candidat de l'armée? Je pense qu'on sent qu'il y a une crise. Le système vit une crise mortelle depuis maintenant. Enfin, mortelle à Al-Bayed, elle est devenue mortelle. Oui, depuis le début de l'année, on sent qu'il y a une instabilité, il y a parfois l'indécision, etc. Dans tous les cas, quelle que soit l'identité du président qui sera installé par le régime, parce que ce sera une décision politique qui sera prise au plus haut sommet de l'État. Je ne suis pas le seul. Tout le monde
le ressent que ce sera une désignation d'un président pour une feuille de route qui sera décidée comme d'habitude par le pouvoir de fait. Et c'est pour ça que pourquoi le PT ne nomme pas le pouvoir de fait? Pourquoi on dit pas c'est l'armée, chef d'état-major Ahmed Gaïd Salah? Tout simplement. Quand on est politique, le RCD le dit. Oui, tout simplement. Le problème, c'est pas les personnes. Vous nous avez vendu ça pendant des années en nous disant c'est pas Bouteflika le problème. Si, un petit peu quand même. Le problème, c'est pas les personnes. D'ailleurs, la preuve, Bouteflika est parti, il n'est plus là. Mais la crise, elle est toujours là. Il nous a laissé, Ahmed Gaïd Salah, c'est lui qui l'a nommé. Donc c'est toujours lui c'est le problème de la gouvernance. Bouteflika qui continue aujourd'hui. Il faut poser la question à ceux qui ont été nommés par ce qu'ils appellent les forces extra-constitutionnelles. Mais dans tous les cas, c'est pas un problème de personne. Aujourd'hui, il y a ce chef d'état-major. Demain, il y aura le régime désignera un autre. Ça sera la même chose. C'est pour ça que les Algériens disent il faut que le système parte, dégage le système avec ses institutions, ses symboles. Donc c'est pour ça qu'on n'en pas, on personnalise pas. Chacun a sa manière de faire de la politique, parce que on peut tomber dans le piège. Par exemple, il y a ceux qui pensaient que le problème c'était l'individu Abdelaziz Bouteflika. Et bien Abdelaziz Bouteflika n'est plus là. Le régime despotique, antidémocratique. Comment vous interprétez le fait que Nasser Bouteflika a été voté en présence des caméras? On a l'impression que c'était quelque chose de préparé. J'ai expliqué dans l'émission précédente que ça pouvait éclairer le fait que Ben Zdira, donc le lanceur d'alerte à partir de Londres que j'écoute de temps en temps et qui ne dit pas que des bêtises, loin de là, Ben Zdira a prévenu qu'il y avait une visite du général Bouazza Ouassini, donc en charge du contre-espionnage, à Saïd Bouteflika à Blida, il y a quelques jours, avant même la comparution de Saïd Bouteflika au tribunal de Sidi Mohamed, et il connaissait pas l'objet de la négociation. Mais il semblerait qu'il y ait une négociation. Il semblerait que le clan Bouteflika a décidé de soutenir cette élection, peut-être dans un deal que nous ignorons, parce que c'est quand même spectaculaire que Bouteflika Abdelaziz ait donné une procuration à son frère pour voter pour lui avec présence des caméras et tentative de présenter cela comme un acquis pour le vote. Ça vous inspire un commentaire? Quand le système il ose faire ça, après vous vous posez des questions pour vous dire est-ce qu'il va oser aller à plus de 50% ou aller à une élection à un seul tour. C'est un système qui est capable de tout. Quand il est capable de nous vendre les images de ce matin, des personnes qui ont contribué grandement, parce qu'ils sont pas seuls, hein. Les Bouteflika n'ont jamais géré le pays seuls. Donc ce système est capable de tout. Maintenant, la question, que ce soit Tebboune ou Mihoubi ou un autre, ça sera pas un jeune. Moi, je pense pas que ça sera un jeune. Ça sera celui qui préservera au mieux leurs intérêts. Moi, je pense que c'est comme ça qu'ils raisonnent. Ce sera un président ces gens-là. C'est le président qui va leur donner des garanties. Peut-être que Tebboune, via sa personnalité, ils ne lui font pas beaucoup confiance, mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas Ben Guérina et ça sera pas Ben Feliz. Preuve en est, ce qu'ils ont fait cette semaine, c'est quelque chose qui n'arriverait jamais dans une démocratie. Donc c'est des gens qui, même au plan international. On parle de l'affaire judiciaire? Oui, l'affaire judiciaire. Quand on a le ministère, quand on a la justice qui se prononce sur un candidat aux élections à 2 jours de la dite élection, c'est quelque chose qu'on ne verrait jamais ailleurs. Il y a un droit, il y a un devoir de réserve normalement de la part de la justice quand il s'agit de. Non, aux États-Unis, il y a des combats pour contre les candidats. Alors, messieurs, dames, on arrive au terme de ce. Pas à 48 heures. On arrive au terme. Ça n'arrive. Mais et si ça arrive, tout le monde dénonce. Ouais. Je pense qu'il y a une panique à bord, hein, tout ce qu'elle vient de citer, madame, par rapport à l'utilisation, l'instrumentalisation de la justice, par rapport à Ben Feliz ou par rapport à tel ou tel candidat, tel ou tel fils de candidat. C'est parce qu'ils savent pas quoi faire. Il faut dans le cas de Ben Feliz, l'information qui circule, bon, je peux recevoir un démenti du staff de Ali Ben Feliz, ce serait que le staff d'Ali Ben Feliz, sachant qu'il allait être éliminé parce que Ahmed Gaïd Salah ne veut pas en entendre parler, alors que potentiellement il devrait pouvoir être au 2e tour, a décidé de prendre les devants et de faire peut-être une conférence de presse pour annoncer sa lecture des résultats et donc dire que dans tous les cas je ne reconnais pas d'autres résultats que ceux-là. Et donc l'affaire non avant l'annonce des résultats, anticipé. Demain matin. C'est sorti 6 mois avant. Donc précéder l'annonce officielle pour dire voilà les résultats. Et donc
Et donc, parce que ça sera le principal perdant. Oui, enfin pas le seul. À supposer que c'est pas lui qui gagne, c'est Ali Bouflis qui est le perdant. Non, alors ce serait l'affaire de ce entre guillemets espion, etc. Ce serait pas pour que les gens ne votent pas pour lui, parce que de toute façon, c'est pas le vote qui va décider. C'est pour le ficeler et lui faire peur. Voilà. Ce serait pour ça. Ce serait pour faire pression sur lui. J'arrivais donc à la dernière question, mesdemoiselles, mesdames, messieurs. Là, le regard des étrangers sur ce qui se passe en Algérie. Est-ce que, d'après vous, ce qui s'est passé cette journée en présence de la presse étrangère, en partie quand même, service minimal a dit quelqu'un tout à l'heure ici, peut contribuer à changer un petit peu la perception de ce qui se passe en Algérie dans l'opinion internationale, parce que bon, le Hirak avait disparu des radars pendant un bon moment, et il se trouve que en fait cette fois il s'est passé beaucoup de choses devant les journalistes étrangers. Il y a même des journalistes étrangers qui ont été matraqués, c'est pas le fait, et le privilège des journalistes algériens. Qui a été matraqué? Qu'est-ce que ça peut changer? Les journalistes algériens ont été matraqués. 7 journalistes algériens. Même au plan international. Ce n'est pas le privilège des journalistes algériens. Même au plan international, je vous pose la question, est-ce que d'après vous, c'est une erreur que le pouvoir a faite en laissant venir la presse étrangère? Mais sur le plan diplomatique, il collectionne les erreurs, le pouvoir. Quand on lit les discours de Gaïd Salah, et quand on écoute ce que racontent les ministres et tout ça, sur le plan diplomatique, déjà, on n'y est pas, hein. On n'y est pas du tout, mais c'est un régime qui n'a pas froid aux yeux. Il y a des déclarations absolument incroyables. Et quand on dit que ce régime est un danger pour le pays, y compris au plan international, c'est une réalité. Aujourd'hui, le départ de ce système est devenu quelque chose de vital pour l'Algérie, pour les Algériens. Ils sont en train de nous mettre en danger. C'est eux qui sont en train de mettre l'Algérie en danger. Parce qu'en poussant dans leur dernier retranchement le peuple algérien, avec ses méthodes, avec les mêmes méthodes qu'a toujours utilisé ce régime, on ne sait pas qu'est-ce qui va advenir de mais ma question, c'est le regard des étrangers sur ce qui se passe de l'international. Est-ce que d'après vous, il peut changer? Mais ils ne pouvaient pas faire une élection. Ils étaient pris au piège de toute façon. Ils font une élection présidentielle parce qu'ils veulent une légitimité, avoir un président civil. Et ça, c'est par rapport à l'étranger aussi. C'est très important pour eux de montrer au reste du monde que tout ce qui se passe ici est légitime, qu'on a un président légitime. Et donc, ils ne pouvaient pas faire une élection présidentielle sans accréditer. Ils en ont pas accrédité beaucoup. Ils en ont accrédité 73. Donc c'est pas énorme. On avait un chiffre supérieur. Moi, j'ai demandé à l'équipe d'Allemands qui sont passés à Radio M hier, et elle m'a dit le chiffre que j'ai c'est 73. Donc ça c'est pas beaucoup du tout, mais effectivement ils ont matraqué les Allemands hier. Tout à l'heure j'ai rencontré l'envoyé spécial du Monde qui a failli se faire embarquer Manu Militari. C'était à 18h30 quand ça a vraiment commencé à matraquer très très fort à Place Audin et à Messonnier. Et donc c'est bien que ça soit. Moi je trouve que c'est très bien que l'Algérie soit présente dans les grands titres de la presse internationale. C'est bien pour nous et c'est bien pour eux parce que c'est très très intéressant ce qui se passe dans ce pays, et je trouve énorme que la presse internationale de manière générale ne s'est pas intéressée à ce qui se passe en Algérie, alors que c'est phénoménal depuis 9 mois. Et peut-être ils s'intéressent pas beaucoup parce qu'il n'y a pas de bain de sang, etc. et que il y a que ça qui les intéresse. Moi, ça me dégoûte de voir ça parce que il y a quelque chose d'absolument phénoménal. Moi, si j'étais journaliste de n'importe quel autre pays, j'aimerais être envoyée en Algérie pour parler un peu, parce que parallèlement il y a des événements qui se passent dans la région arabe. Il y a les événements au Liban et également en Irak. Vous remarquez ça n'a aucune commune mesure. Non, je parle pas de la similitude, du parallèle. Je parle du travail des médias. Moi, je suis pour que des confrères étrangers viennent travailler librement dans le pays. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème parce que nous sommes des journalistes, nous souhaitons aussi travailler dans notre pays et accéder à ces pays sans des difficultés de visa. Et je sais qu'il y a des confrères qui ont des difficultés de visa pour venir travailler. Et c'est pas nouveau. De toute façon, même avec le régime de Bouteflika, même avant le régime de Bouteflika, il y avait toujours cette crainte de laisser les journalistes travailler librement. Mais en Liban, si vous suivez l'actualité, il y a un suivi particulier des médias internationaux, parce que tous les médias travaillent librement au Liban. Par rapport à nous, où c'est difficile, parce que vous savez que les journalistes qui sont venus travailler, couvrir les événements, les confrères étrangers, ils ont une semaine.
Ils doivent quitter le territoire, je pense, samedi, ce qu'on m'a dit certains Oui, confrères. mais ils vont couvrir des guerres, ces gens-là. Mais ils viennent couvrir des guerres, ils vont couvrir des conflits armés. Je trouve que l'argument ne tient moi pas aussi du j'ai tout. rencontré des confrères, s'il vous plaît, on approche de la fin. de la presse française, et notamment M6. En fait, ils ont, comme a dit Faisal, une accréditation jusqu'à samedi, et aussi une accréditation pour uniquement les élections. Donc, lorsqu'ils sortent pour couvrir les manifestations, par exemple la manif d'hier, et ils ont été interdits de couvrir la manifestation d'hier à Alger Centre. Les policiers sont venus vers ces journalistes-là pour leur dire voilà, sur votre accréditation, il y a uniquement l'opération électorale. D'accord. Ramadan, pour un dernier mot. Oui, juste par rapport aux médias, je pense que les médias internationaux, ils sont pas toujours neutres. Il y a de gros intérêts en Algérie et je pense que le régime, il a compris. C'est pour ça qu'il a fait adopter Mani Militare, la loi sur les hydrocarbures, pour satisfaire les grandes puissances. Et je pense que la présence des médias, aujourd'hui, 12 décembre, ils sont venus théoriquement pour couvrir l'élection, mais ils ont couvert plutôt la protestation, les manifestations qui ont, je pense qu'ils ont, oui, ils ont tout couvert, mais je pense que les manifestations ont imposé plutôt l'ordre du jour de la discussion du Hirak, plus que le scrutin lui-même. Ramadan, je t'ai laissé dire 2 fois que la loi c'était pour satisfaire les étrangers. Enfin, moi, je me permets d'avoir une autre lecture. La loi, c'est parce qu'il y a plus de rente pétrolière. On essaie de faire des concessions pour avoir un peu plus d'argent. Parce que si c'était que cela, non, il y a ça. Non, c'est d'abord cela. C'est d'abord cela. Si c'était que cela, il y a plus de sous. Si c'était que cela, il n'y aurait pas eu le droit de préemption de son attraque sur Total. Donc, on ne sait pas encore. Fini. Dans un cas. Voilà, donc on verra. Donc dans les lectures, il faut être prudent. On a bien précis. On arrive à la fin. Merci beaucoup d'avoir été ici. Est-ce qu'on vous a demain pour les résultats? Est-ce qu'on peut vous avoir dans un panel demain pour commenter l'élection de monsieur? Vous avez de monsieur Dahmoun. De monsieur Dahmoun. Voilà, le pronostic c'est qu'il n'y en aura pas demain. Le plus probable c'est qu'il n'y en aura pas demain. Je vous ai retenu un peu plus que prévu, je suis désolé. Si tu veux rester plus longtemps, ne relance pas le débat si tu veux partir maintenant. Non, je ne relance pas le débat, juste j'attire l'attention sur le fait qu'il y a eu beaucoup d'arrestations partout dans le pays aujourd'hui et que nous avons des Algériens qui sont toujours détenus. Je parle notamment de Mohamed Khalifa qui est un jeune cadre du MDS et qui a été enlevé hier à midi à Alger et dont nous n'avons aucune nouvelle jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'on a des nouvelles de Sadia Goussem qui a disparu dans la journée? Elle a été libérée. Alors pour la même occasion, j'en profite pendant l'émission. Tout à l'heure, j'ai annoncé l'interpellation de Salim Ben Alia. Salim Ben Alia à Boumerdas a été libéré. Ça vient de tomber. C'est un journaliste et j'espère que tout le monde va être libéré. Est-ce que je peux demander au monsieur qui a été pris avec moi de me faire signe si jamais il est libre, s'il vous plaît, monsieur. Absolument. Merci beaucoup. Je termine juste, je vous garde 5 secondes pour dire que nous, on a une échéance le 21 décembre prochain, nous remettons le 3e prix du meilleur article d'investigation, donc de 2019, prix Ali Bey Boudoucha, et la levée de fonds qui doit nous permettre de former la dotation et donc de récompenser le lauréat, se termine dans 3 jours. Il nous manque encore sur les 5 000 € qu'on a demandé aux souscripteurs, il nous manque encore 900 €. Donc sur la plateforme KissKissBankBank, nous vous demandons de nous aider à terminer cette levée de fonds et à pouvoir récompenser le travail d'investigation qui est décisif dans le choix des citoyens, pour permettre aux citoyens de savoir ce qui se passe chez eux et de prendre les bonnes décisions, notamment les décisions de vote ou ne pas voter et voter sur qui. Merci beaucoup. Merinal, notre priorité, la qualité. Alliance Assurance, plus qu'une assurance, une alliance. Général Emballage, le métier du carton, l'art de l'emballage.